Eh bien, bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui. Je suis Marion Clamins, directrice de l'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis très heureuse de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour cette journée d'études « Ce que le passé nous réserve » dans le cadre de la manifestation Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté. Je voudrais remercier nos intervenants, tous les intervenants pour leur contribution et tout particulièrement Fabienne Henriot qui nous fait le plaisir d'assurer à la fois la conférence inaugurale, si je puis dire, et la modération de la journée, une nouvelle fois. Merci Fabienne. Merci beaucoup aussi à nos partenaires co-organisateurs, Caroline Poulain et Mathilde Siméan de la Bibliothèque municipale de Dijon, Pierre-Jean Riamon du service Livre et Lecture du ministère de la Culture. Un très grand merci aussi évidemment à l'équipe de l'agence, à Maude Curtelet pour la coordination exemplaire de cette journée. Mais aussi à Solène Prévost et Marion Claire pour l'appui logistique et sur la communication. Merci aussi aux Archimèdes, Mehdi Mejdoub et Charles Baudinier, nos fidèles vidéastes, pour le soutien technique. Et puis merci à l'Académie des sciences, des arts et des belles lettres pour le prêt de la salle. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'être venus partager cette journée. Juste un petit mot pour vous dire que lorsque nous avons réfléchi au titre de la journée et compte tenu aussi de l'esprit dans lequel nous l'avions imaginé, c'est le terme plaisir, c'est le plaisir qui revenait sans cesse, le plaisir de la découverte et le plaisir de s'émouvoir, bien sûr, puisque c'est la thématique de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc savourons donc cette journée en bonne compagnie et faisons-nous plaisir. C'est pas vraiment du luxe, je crois, par les temps qui courent. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Marion. Je m'installe. Je pense que là, ça devrait aller. Voilà, je pense que ce sera audible pour tout le monde. Alors j'ai le plaisir effectivement de modérer et d'introduire cette journée qui, comme vous l'avez vu, va se diviser en deux périodes. Le matin, il va être question d'incunables. À l'occasion de la sortie du catalogue régional des incunables des bibliothèques publiques de Bourgogne. Et puis l'après-midi, on parlera de manière plus générale des émotions et de la façon dont le patrimoine écrit peut nous émouvoir, qu'il s'agisse des agents des bibliothèques ou bien sûr du public. Je vais donc introduire cette journée par une courte conférence que j'ai voulu consacrer aux incunables, justement, en essayant de faire le lien avec cette notion d'émotion, en prenant un petit peu d'avance, finalement, sur l'après-midi, en me demandant, finalement, dans la manière dont les incunables se sont constitués patrimoine, ce qui n'allait pas de soi. Ça nous paraît évident aujourd'hui que les incunables sont peut-être la strate la plus extraordinaire, une des plus prestigieuses, peut-être, avec les manuscrits médiévaux des bibliothèques. Eh bien, ça n'allait pas de soi, ça a mis du temps à advenir, cette patrimonialisation des incunables. Et surtout, un des moteurs, je crois, de cette patrimonialisation, vous allez le voir, ce sont les passions. Ce sont des choses qui relèvent clairement de l'affectif, tout autant que de l'expertise et de la science. Alors, ce serait une très longue histoire à brosser. En partant des collectionneurs et des premiers bibliographes du XVIIIe siècle, et peut-être même, d'ailleurs, antérieurement, il y a déjà des frémissements de patrimonialisation des incunables au XVIIe siècle. Jusqu'à nos jours, il faudrait au moins la journée et peut-être davantage. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous faire le fil continu de toute cette histoire. J'ai préféré focaliser sur quelques documents. Alors, c'est surtout des textes qui me semblent justement révélateur de la manière dont les émotions sont venues soutenir cette patrimonialisation des incunables.
Le premier d'entre eux, et c'était inévitable, c'est bien sûr la Bible imprimée par Gutenberg à Mayence vers 1455. C'est le livre peut-être imprimé le plus célèbre du monde, qui attire tous les superlatifs, le plus précieux, le plus émouvant, le plus extraordinaire, le plus majestueux. Vous connaissez son histoire. Le 23 février 1455, un certain Gutenberg met la dernière main à l'impression de la Bible dans son atelier de Mayence, après 8 mois de travail. Pour la première fois, un livre n'est pas copié à la main, malgré les apparences. Il est imprimé à l'aide de caractères mobiles métalliques, imprégnés d'encre et combinables à volonté. Caractères qui sont durables, du fait de leur matériau, le plomb, et qui sont tous identiques grâce à l'utilisation d'un moule unique pour chaque lettre ou chaque signe typographique. Cette Bible est en 2 volumes qui comptent respectivement 324 et 319 feuillets. En mars de cette année-là, l'ouvrage est présenté en cahier à la foire de Francfort et suscite l'étonnement. Durant 3 ans, 180 exemplaires sont imprimés, soit sur vélin, soit sur papier. Malheureusement, le bénéfice n'est pas à la hauteur des sommes investies. Et le banquier de Gutenberg, Faust, qui a avancé 1200 florins, les réclame à l'imprimeur qui n'est pas en mesure de le rembourser. L'affaire est tranchée au tribunal de Mayence en novembre 1455. Gutenberg doit rembourser son créancier en lui cédant son matériel d'imprimerie. Faust, qui reste convaincu que l'imprimerie a de l'avenir, c'est un visionnaire, s'associe cette fois avec l'apprenti de Gutenberg, chauffeur, qui va améliorer la fabrication des poinçons qui servent à fondre les caractères et va poursuivre le travail. De son côté, Gutenberg essaye de relancer un atelier, mais sans succès. Il doit le maintien de ses revenus à son protecteur, l'archevêque de Mayence. Il a le temps de former d'autres artisans qu'on retrouvera à Paris une dizaine d'années plus tard. Ce que je viens de vous raconter a tous les dehors d'un roman. Et ce premier roman, celui d'un inventeur génial, finalement doublé par ses associés et dépossédé de son invention, se double d'un second roman, celui de la redécouverte progressive de cette Bible, après une très longue période d'oubli. Avec l'humanisme, en effet, la concurrence des éditions de la Bible est devenue très rude du fait de l'avènement sur le marché de nouvelles éditions plus conformes aux questions philologiques et codicologiques qui se posaient différemment donc à la Renaissance. La Bible de Gutenberg est donc rapidement déclassée au profit de nouvelles éditions. La mémoire immédiate de Gutenberg est inévitablement évaporée. Jusqu'au début du XVIe siècle, et notamment à Paris, on arrivait encore à mobiliser le nom d'un certain Johannes Benemontanus comme premier imprimeur, mais assez rapidement dans le XVIe siècle, on n'est plus du tout en mesure d'attribuer cette Bible, et plus généralement l'invention de l'imprimerie, à Gutenberg, d'autant qu'il n'a laissé son nom dans aucun des documents qu'il a imprimés. Ceux qui croient cette Bible ne sont pas conscients qu'ils ont dans les mains le premier livre imprimé. Un luthérien converti, par exemple, Iudocus Coccus, dit avoir consulté pour ses travaux d'exégèse une Biblia Latina Vulgatae translationis impressa sunt Moguntiae anno Christi, 1450. À toute évidence, c'est la Bible de Mayence, mais il n'a pas du tout conscience de ça. Et plein d'autres biblistes de la fin du XVIe, du début du XVIIe siècle croisent occasionnellement la Bible, mais sans du tout se rendre compte que c'est le premier livre imprimé. Elle n'a pas de statut particulier. La preuve, c'est qu'elle est aussi régulièrement recyclée dans des renforts de reliures, page par page, y compris dans des reliures réalisées au XVIIIe siècle. Quand les historiens se mettent à enquêter sur le premier livre imprimé, sur l'histoire du livre, ils ne sont pas à la recherche d'une Bible. D'autres ouvrages paraissent des candidats tout aussi valables à ce statut. Le De Officiis de Cicéron de 1466, par exemple, dont on pense longtemps que c'est le premier livre imprimé. Puis, on recule un peu, le Durandus de 1459 pourrait être le premier imprimé. Et puis, en poursuivant l'enquête, peut-être le Psautier de Mayence de 1457. Donc on a gagné 10 ans. Et on pense qu'on a là le premier livre imprimé.
Même Michel Matter, qui est le premier à organiser de manière scientifique l'incunabulographie, ne remonte pas au-delà de cette date. Et avant 1957, du reste, les spécialistes se heurtent à la foule des livres non datés, sans nom de lieu d'impression ni d'imprimeur, et dont l'attribution est évidemment malaisée. Ce sont finalement des historiens, et non des bibliographes, qui vont identifier Gutenberg comme le premier typographe, et qui vont pressentir progressivement que sa première réalisation pourrait avoir été une Bible. Les archives de Mayence, notamment celle du procès, l'évoquent explicitement. C'est bien d'une Bible qu'on parle. Mais les bibliographes sont dubitatifs. Ils pensent qu'elle est perdue. Donc elle constitue une sorte de mythe originel. Le premier livre imprimé serait une Bible, mais cette Bible, elle a disparu. Si bien que les amateurs d'antiquité typographique, tout au long du XVIIIe siècle, frôlent la Bible sans la voir. Par exemple, en 1735, un historien germanique, Schwartz, dit avoir vu une Bible imprimée avec les gros caractères dits demi-sel, donc des très gros caractères gothiques, dans la chartreuse de Michaelsberg. Il passe tout près de la vérité, mais il ne s'en rend pas compte. Un autre historien germanique, Köhler, qui travaille aussi sur les archives et sur les chroniques anciennes, pense que le premier imprimé, ce serait un catholicon, mais qu'il date de 1450. Alors lui, il va un peu trop loin dans le temps. C'est dans les ventes publiques, c'est au moment des grandes ventes de cabinets de bibliophiles qu'on va voir surgir la Bible. Et là encore, avec des descriptions qui ne permettent pas d'identifier que c'est le premier livre imprimé. Lors de la vente du bibliophile Gros de Boz, qui est l'un des premiers amateurs français d'incunables, le libraire, Gabriel Martin, suppose que la Bible qui constitue le lot ici que vous voyez, donc numéro 18, pourrait être un des premiers imprimés. Mais on n'en sait en réalité pas grand-chose. Simplement, si vous voyez enfin non, vous la voyez pas bien, mais dans la description, on nous dit qu'elle pourrait être plus ancienne que celle qui est datée de 1462. Le débat prend alors de l'ampleur. Est-ce qu'il existe quelque part cette Bible de Gutenberg qui a valu tant de malheur à son artisan et tant d'avantages à l'humanité ? Tout le monde se mêle de cette question, des académiciens, des bibliothécaires, des historiens et bien sûr des bibliographes. En 1765, le rédacteur de l'article « Imprimerie et imprimeur » dans l'encyclopédie produit un état des connaissances sur le sujet. Il estime que tout le monde s'accorde pour dire que Gutenberg est l'inventeur de l'imprimerie à Mayence, mais il n'évoque pas du tout la possibilité que ce soit une Bible qui ait été imprimée en premier. D'autres bibliographes qui ont dans les mains cette Bible, cette première Bible, la feuillettent, l'examinent, mais ne parviennent pas à se convaincre que ce serait le premier livre imprimé. En 1763, le voile est enfin levé par Guillaume de Bure, libraire parisien, habitué à expertiser les incunables, pour lesquels il devine un marché extrêmement prometteur. Il isole les gros caractères gothiques de l'atelier de Gutenberg, et en réexaminant les exemplaires qui circulent, il parvient à démontrer pour la première fois qu'il s'agit du premier imprimé. Il la date donc de 1455. L'affirmation secoue un peu le petit monde des bibliographes. Un spécialiste anglais, Samuel Johnson, vient l'examiner à Paris. Il opine, il dit oui, a priori, la démonstration est convaincante. À ce moment-là, il n'y a que 6 exemplaires connus en France. C'est pas à ce moment-là qu'on va l'appeler la B42, ça arrivera plus tard, mais vous voyez qu'avec de Bure, elle va connaître son second baptême, d'une certaine manière, après celui de la foire de Francfort en novembre 1455, et cette Bible de Gutenberg entame une nouvelle existence publique après 3 siècles d'oubli. À partir de cette date, chaque apparition d'un nouvel exemplaire sur le marché fait sensation. Alors, on en a un certain nombre. 1765, à Lille, dans une vente publique, la vente de l'abbé Favier. Plus tard, en Angleterre, et ainsi de suite, tout au long du XIXe siècle. La recherche sur Gutenberg se poursuit dans une certaine fièvre tout au long du XIXe siècle, du fait de débats persistants sur l'invention de l'imprimerie et sur sa localisation. Il existe depuis longtemps de nombreuses villes qui sont candidates
à l'invention de la typographie à caractère mobile. Et au XIXe siècle, à la faveur de la montée des nationalismes, on voit que des historiens s'obstinent à présenter des candidatures qui sont historiquement indéfendables. Alors même que l'attribution à Gutenberg et à Mayence paraît acquise. Alors ces villes sont innombrables: Anvers, Augsbourg, Avignon, Bâle, Bamberg, Bruges, Cologne, Dordrecht, Feltri en Italie, Florence, Haarlem, Lübeck, Nuremberg, Rome, Sélestat, Venise, prétendent tout avoir été le berceau de l'imprimerie. Pourquoi c'est important ? Parce que pouvoir se prévaloir d'avoir accueilli cette invention jugée salutaire pour le genre humain, qui est la condition de la liberté de penser, la condition de l'émergence des langues nationales, la condition des révolutions par lesquelles l'Europe contemporaine est en train de se faire, ce serait évidemment un moyen de prendre l'ascendant sur toutes les autres nations qui deviendraient alors redevables de cette invention majeure. En 1870 encore, vous voyez, on est loin dans le 19e siècle, Henri Fournier écrit encore « Comme plusieurs villes et plusieurs individus revendiquent la gloire de cette invention, comme ce procès est encore pendant au tribunal de l'histoire, c'est pas vrai, qui n'a pas prononcé en dernier ressort, il est de notre devoir de faire connaître les réclamations des autres parties contendantes. » On est à la fin du XIXe siècle, il y a encore des dossiers qui circulent, alors Mayence bien sûr, Haarlem, aux Pays-Bas, Strasbourg et Avignon. Ces querelles sont instrumentalisées dans des commémorations bruyantes, l'installation de statues, la frappe de médailles. Et les contemporains sont bien conscients que ces festivités sont entreprises par un sentiment d'amour national, je cite Firmin Didot. La Bible est exposée à Paris, la Bible de Gutenberg, à l'exposition universelle de 1878. Ce qui va d'ailleurs faire monter la cote très brutalement de la Bible, qui était déjà évidemment vendue à des sommes extraordinaires. Ce sera encore pire après cette exposition. À Mayence, en 1900, un jubilé est organisé pour le 450e anniversaire de l'invention de l'imprimerie. Et un cortège historique fait défiler dans les rues qui sont décorées à la manière médiévale Gutenberg, Shakespeare, Cervantes, Goethe, tous les grands écrivains de l'Europe, pour lesquels, sans l'imprimerie, eh bien, leur œuvre n'aurait pas eu le succès que l'on sait. Donc vous le voyez, la Bible de Gutenberg est devenue au cours du XIXe siècle un élément culturel partagé, une balise finalement visible, chargée d'émotions, tout en étant authentique, d'une histoire commune à l'échelle européenne. La quête qu'en font les savants, les bibliophiles, les bibliothécaires et le public éduqué qui se presse dans les expositions, cette quête est aussi identitaire. La Bible est un objet de convoitise, elle est aussi le support de rêveries diverses. Il y a des romans qui circulent, Lamartine, Nerval par exemple, écrivent sur les débuts de l'imprimerie. C'est vraiment un sujet qui va infuser, si vous voulez, dans la société. La Bible fonde des représentations mentales fortes, le génie industriel germanique par exemple, la place du livre dans la civilisation, les débats religieux dans la société. Deuxième séquence, la bibliophilie, qui paraît être un moteur important de la redécouverte des incunables. Alors là encore, on pourrait parler de la bibliophilie de manière très étendue. J'ai choisi de focaliser sur un livre publié en 1877, qui est une sorte de mercurial, de guide des cotes atteintes par les livres les plus exceptionnels. C'est un certain Gustave Brunet qui publie cet ouvrage, un livre payé en vente publique 1000 francs et au-dessus, depuis 1866 jusqu'à nos jours. Donc il a pris les ventes sur 10 ans, il a cherché quel livre avait dépassé 1000 francs. Premier point intéressant à souligner, donc il signale 399 éditions qui ont dépassé ce prix un peu symbolique. Et parmi ces, on va dire 400 éditions, les incunables représentent 16% de ces records de vente. C'est pas énorme quand on y regarde de près. Beaucoup moins que les éditions du XVIe siècle, 42%, les éditions du XVIIe siècle, 22%. Par contre, on voit quand même que l'incunabulophilie reste une valeur sûre chez les collectionneurs qui en font, pour certains d'entre eux, l'objet unique de leur quête. Ils n'achètent que des incunables. Les
éditions qui dépassent les 1000 francs sont assez faciles à repérer parce qu'elles ont toujours été considérées comme précieuses. Ce sont les imprimés de Mayence attribuables à Gutenberg, à Faust et à Schoeffer, les imprimés de Venise sortis de l'atelier de Nicolas Janson, les éditions illustrées que vous voyez à l'écran du Parisien Antoine Vérard, et notamment les premières éditions des romans de chevalerie. Un Lancelot du Lac, par exemple, imprimé en 2 volumes par Vérard en 1494, atteint 4400 francs à la vente. Yéménis, grand bibliophile du XIXe siècle. Le livre du roi Modus, qui s'affiche ici, un traité de vénerie en langue française, imprimé à Chambéry en 1486, est vendu 10 000 francs à la vente du baron Jérôme Pichon, président de la Société des bibliophiles français. Alors là, il n'apparaît pas, mais le livre des Quenouilles, un récit assez piquant, mené par 3 vieilles femmes sur les mœurs des 2 sexes, que Yéménis avait acheté 650 francs en 1845, atteindra 1500 francs, donc plus du triple, à la vente donc de sa propre bibliothèque. Ce qui fait le lien entre la plupart de ces livres, dont les cotes augmentent de manière absolument exorbitante, c'est la langue française. Pour les incunabulophiles du début du XIXe siècle, ce sont les classiques grecs et latins, les premières éditions des classiques grecs et latins qui sont les plus désirables et celles qui coûtent le plus cher. Ça n'est plus du tout le cas à la fin du XIXe siècle, où ce sont les livres en langue française qui sont évocateurs finalement de l'importance de la langue justement dans la montée des nationalismes. L'imprimerie a été, considère-t-on, et c'est toujours vrai aujourd'hui, le détonateur de la révolution du vernaculaire, ou la mère des langues nationales, je cite des historiens de la linguistique. Alors, toute l'opinion publique est mobilisée dans ces duels des ventes publiques où se mêlent à la fois considérations savantes et préoccupations nationalistes. Ce que vous avez maintenant sous les yeux, c'est un extrait d'un article publié dans un journal qui s'appelle Jean Diable, le 3 janvier 1863. Il est question d'un livre sorti de l'atelier de Bartholomé Bullier, imprimeur lyonnais. La bibliothèque impériale possédait l'un d'eux, un Nouveau Testament, imprimé en 1474, et qui était supposé être le premier travail typographique de Bullier. Mais un Ancien Testament, imprimé en 1472, donc 2 ans avant, jusqu'alors inconnu des bibliographes, apparaît sur le marché et doit être vendu dans la salle Sylvestre, qui est la salle où se déroulaient traditionnellement les ventes de livres avant que l'hôtel Drouot n'en prenne le monopole. Voilà ce qu'on lit dans le journal, dans ce journal. Appareiller un livre de cette importance après 480 ans, c'était assurément pour notre bibliothèque nationale une miraculeuse aubaine. L'incunable de 1472 avait été vu, examiné, palpé, compulsé, mesuré, pesé, flairé, selon la science et selon l'art, par un véritable congrès d'amateurs venus de tous les coins de l'Europe, et cette haute cour l'avait mis à l'unanimité au rang des dieux de la typographie. Londres, Oxford, Berlin, Leipzig, Amsterdam et Stuttgart avaient envoyé leurs émissaires à Paris et le bruit courait que les enchères seraient poussées jusqu'à 12 000 francs. Du temps de Solar, un collectionneur, on eût parlé du double. Mais voyez la misère, le British Museum, remportant une facile victoire, a eu le Dieu pour 1850 francs. Monsieur Didot, seul, notre illustre imprimeur, a soutenu l'enchère jusqu'au taux de 1800 francs. La bibliothèque impériale n'a pas paru sur le champ de bataille. Elle garde son immeuble dépareillé, puisqu'elle a un volume et pas l'autre. De l'autre côté du détroit, le hurrah anglais célèbre la conquête d'un trésor historique sans prix et notre perte probablement irréparable. Donc vous le voyez, le désintérêt de la bibliothèque nationale, enfin impériale à ce moment-là, est pointé du doigt comme une indignité, ce qui montre que sa mission de collecte est comprise par tout le monde, par toute l'opinion, comme une nécessité. C'est aussi l'honneur national qui est en jeu, vous le voyez. Il paraît désastreux pour l'opinion de se laisser dépouiller de livres ou d'œuvres d'art par les acheteurs étrangers. D'autant que la bibliothèque du British Museum, au même moment, connaît une croissance considérable au sein de tous ces départements et particulièrement des incunables, qui vont être, quelques années plus tard, assemblés dans une réserve.
le British Museum a en effet profité de dons majeurs depuis le début du XIXe siècle, et une exposition permanente d'une centaine d'incunables dans des vitrines appropriées donne une publicité certaine à ces acquisitions, qui sont bien sûr connues jusqu'à Paris. Il faut se rendre compte que à cette période où le British Museum entasse des incunables, tous plus précieux les uns que les autres, la bibliothèque à Paris est en difficulté, pour le coup. Alors ça va s'arranger un peu plus tard, mais on est au milieu du XIXe siècle et elle connaît une crise de gouvernance qui se répercute sur un certain nombre de problèmes, notamment la rédaction des catalogues. Donc rien de commun entre la bibliothèque à Paris et la politique efficace du British Museum, dont les budgets d'acquisition sont longtemps restés à la hausse au XIXe siècle. Un autre point qui me paraît important à souligner dans cette mythologie des incunables qui s'élabore au XIXe siècle, c'est la manière dont ces découvertes sont mises en récit. La narration qu'on peut faire, j'aurai l'occasion d'en reparler cet après-midi, de ces trouvailles. Ça commence dès le début du siècle, à la faveur des redistributions de livres occasionnées par les saisies des biens du clergé, des émigrés, des académies, et quelques années plus tard, les spoliations qui sont faites un peu partout en Europe avec l'avancée des armées révolutionnaires puis impériales. Gottlieb Fischer, bibliothécaire de Mayence, très francophile par ailleurs, écrit à Joseph Van Praat, le conservateur des imprimés de la Bibliothèque nationale, en l'an 11. Il est tout excité, Fischer. Enfin, une nouvelle typographie qui ne peut pas être sans intérêt pour vous. Je viens de faire une découverte assez heureuse en cherchant dans les anciens comptes des archives les marques des différentes sortes de papier. C'était le dit Floréal à 7h du matin. C'est lui qui l'écrit. J'ai trouvé une enveloppe de comptes de l'an 1457 imprimée d'un côté. Ce n'est malheureusement que la moitié d'un almanach astrologique, mais la tête qui porte exactement la date, Jung est positionné, etc. Jugez quelle était ma joie. Je l'ai porté triomphant dans toute la maison, je l'ai montré à tout le monde présent, jusqu'à la cuisinière, qui n'y comprend goutte, je suppose. Et les caractères sont parfaitement les mêmes que vous trouverez dans ce que j'appelle la première édition de Donat de Gutenberg en caractères de bois mobile. Alors, tout ça est un peu confus. On est à un moment où on essaye de comprendre ce qui s'est passé exactement à Mayence dans les années 1450. La question des caractères de bois, par exemple, on sait aujourd'hui que ça n'était pas le cas. Mais pour Fischer, on est encore dans des hypothèses. Il devient plus clair d'où Pfister, un autre imprimeur, a tiré son modèle de caractère. Donc, chaque trouvaille donne lieu à une sorte de célébration, au moins dans un cercle de connaisseurs, et surtout est montée en épingle d'une certaine manière, avec beaucoup de ferveur. À la fin du siècle, dans le dernier quart du XIXe siècle, c'est le temps des catalogues. La catalographie, notamment des incunables, va progresser très vite, en France particulièrement, dans le cadre d'un chantier qui est orchestré par Léopold de Lille et qui est mis en œuvre concrètement par Marie Pelchet, mais aussi un peu partout en Europe. À Lyon, Marie Pelchet, justement, se livre à une véritable fouille archéologique dans les sous-sols de la Grande Bibliothèque et du Palais des Arts. Et au moment où elle croit avoir fini, avoir décrit tous les incunables de la bibliothèque, elle met la main sur une centaine d'incunables non signalés dans le catalogue méthodique. Puis, un petit employé trouve par hasard 75 nouveaux incunables qui traînaient dans un coin. Cette prospection fructueuse alimente d'ailleurs le mépris incommensurable dans lequel elle tient le bibliothécaire de Lyon, Aimé Vintrinier, mais elle méprise beaucoup de gens, par ailleurs, Marie Pelchet. À Besançon, le catalogage donne aussi lieu à des trouvailles qui changent, peut-être pas la face du monde, mais en tout cas celle de l'incunabulistique locale. Bouillet, le bibliothécaire adjoint à Castan, le bibliothécaire en chef, a découvert, entre le cuir et les ais d'une rayure d'incunable, une pièce qui a pris place parmi les curiosités bibliographiques de la bibliothèque de Besançon. Cette pièce est une double formule de lettres d'indulgence accordée, ou plutôt à accorder, à des bienfaiteurs du couvent des Dominicains de Poligny. Elle est datée de 1483. Et M. Bouillet, ayant constaté qu'elle est composée avec les caractères qui ont servi pour le bréviaire de Besançon, imprimé à Salins, probablement en 1484, et qu'elle est tirée sur un papier identique à celui du dit bréviaire, on a conclu qu'il avait mis la main sur un produit de la typographie de Franche-Comté antérieur à ceux qu'on avait jusqu'alors signalés. Donc on vient de
reculer dans le temps la naissance de la typographie en Franche-Comté. Alors, quand on compare tous ces récits, on s'aperçoit qu'il y a des ingrédients communs entre eux. L'employé subalterne, la cachette insondable, ici dans une reliure, le déchiffrement laborieux, c'est vraiment 3 éléments qu'on va retrouver presque toujours. Et si vous réfléchissez un petit peu, la découverte de la grotte de Lascaux, c'est à peu de choses près la même histoire. Deux adolescents, le chien qui tombe dans un trou, on va fouiller dans le trou pour sortir le chien et on trouve des peintures pariétales incroyables. C'est à peu près toujours la même histoire qui se raconte. On voit à la fin du siècle donc une véritable fièvre qui s'empare des catalographes, jusque dans les recoins des reliures pour lesquels les incunables ont servi de matériaux de renfort, sitôt que les textes étaient périmés. Léopold de Lille, d'ailleurs, incite les bibliothécaires à faire l'autopsie des reliures. Il écrit « Très souvent, ce genre de fouille reste stérile, mais de temps à autre, il fait mettre la main sur de véritables trésors. Pour encourager les chercheurs d'incunables, nous pouvons dire en passant que la mine est encore loin d'être épuisée. » En 1863, un jeune employé de la bibliothèque impériale, encore une fois, eut le très vif plaisir d'exhumer de la couverture d'un très médiocre manuscrit quelques feuillets d'un petit livre d'heures qu'un curé du diocèse d'Évreux avait imprimé en 1491 dans son presbytère de Goupillières. Alors, il n'est pas question de mettre en cause ces récits, ils sont réels, ils sont véridiques, mais c'est la manière de les raconter qui me paraît symptomatique de l'imaginaire de la redécouverte. Ces objets étaient là depuis longtemps, mais personne n'avait les bonnes lunettes, finalement, pour les examiner de la bonne manière. Je termine avec une 4e séquence. Donc on a vu la Bible, le mythe originel, la Bible de Gutenberg. On a parlé de la bibliophilie, on a parlé du travail des catalographes et des découvertes qui vont se faire de manière assez récurrente et qui peuvent sans doute se faire encore aujourd'hui. Et puis, il me semble qu'il y a un 4e point à souligner, c'est celui de l'exposition, qui est à la fois un lieu de vulgarisation et un lieu d'éducation de l'œil. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, plusieurs villes en France organisent ce qu'on a appelé des expositions rétrospectives. C'est-à-dire que les expositions universelles devaient célébrer le génie industriel contemporain, et les expositions rétrospectives, prenant le contre-pied de cette doctrine, cherchaient plutôt à montrer comment il y avait une tradition d'innovation technologique dans un certain nombre de régions de France. On peut se rendre à Lyon, là, en 1877, et un commentateur de l'exposition rétrospective des Beaux-Arts de Lyon va écrire ceci. « On peut faire l'étude la plus fructueuse et la plus complète des premiers essais et des progrès de l'imprimerie en parcourant la section de l'exposition réservée aux livres et aux manuscrits. On s'arrête avec plaisir devant les vitrines qui renferment des reliures, des éditions lyonnaises des XVe et XVIe siècles, dont l'exécution si parfaite nous révèle, mieux que tous les dictionnaires bibliographiques, le mérite des œuvres des Roville, des Griffes, des Jean de Tourne, imprimeur lyonnais, ces artistes de génie qui avaient donné à l'imprimerie lyonnaise une renommée qu'elle n'a pu reconquérir de nos jours. Donc il y a beaucoup de nostalgie aussi dans ces expositions. Mais ce qui nous retient par-dessus tout, ce sont quelques incunables de la plus grande rareté, exposés par notre bibliophile lyonnais, M. Renard, qui a rempli finalement les vitrines de l'exposition avec sa collection personnelle. Ce propos, on peut le suivre finalement dans quasiment tous les catalogues, dans tous les commentaires qui accompagnent ces expositions rétrospectives. J'ai pas le temps, mais à Limoges, par exemple, à Beauvais, on a aussi à chaque fois une petite section sur les livres et les incunables, et à chaque fois, c'est l'émerveillement qui émerge, et aussi un émerveillement finalement qui est requis. C'est-à-dire qu'on demande au public de s'extasier. Peut-être que c'est un peu obscur pour eux ce qu'ils voient dans la vitrine, mais en tout cas, on est prié de se recueillir devant ces reliques des premiers temps de l'imprimerie. Pour conclure en 3 mots, au commencement du XXe siècle, le grand public éduqué ne peut guère ignorer ce qu'est un incunable, et il ne peut pas ne pas associer à ce mot des images fortes et des expressions qui font office de sésame. Bible de Gutenberg, par exemple, livre d'heures, danse macabre, vont évoquer à coup sûr un livre imprimé à la fin du XVe siècle. Et pour cette raison, digne d'attention,
digne d'admiration et parfois aussi digne d'imitation, puisqu'on a des artistes du 19e siècle et, de la fin, et du début du 20e qui vont essayer d'imiter l'esthétique gothique des incunables. Je vous remercie de votre attention.